Beaucoup de personnes ont découvert l'écosystème des crypto-monnaies récemment, notamment pendant la période du bull run et surtout pendant la période du bear market. Il y a beaucoup de news qui sortent et qui font en sorte qu'il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans l'écosystème crypto, même sans le savoir. Beaucoup de plateformes qui promettent des gains extraordinaires, des pourcentages faramineux. Et donc, du coup, ça a pour but de donner à l'écosystème crypto une certaine image. Et le but de ce podcast-là, justement, c'est de permettre à chacun de pouvoir avoir une idée globale de ce que c'est que la crypto-monnaie réellement. Et surtout, l'objectif premier, voilà, après tout, c'est de vous permettre d'avoir une vision long terme, de vous permettre de comprendre l'utilité d'avoir cette vision long terme qui va certainement nous amener à utiliser la crypto-monnaie pour ce qu'elle est réellement. Pas seulement un simple moyen de gagner de l'argent, mais une monnaie, une réserve de valeur, un actif qui permet justement de dépasser les frontières de beaucoup de domaines et surtout la technologie blockchain qui est juste derrière, qui permet d'enlever les intermédiaires dans tout ce que l'on peut trouver comme système dans lequel il y a un intermédiaire. Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment la crypto-monnaie fonctionne de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour t'informer de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. C'est un podcast. Donc, on essaie un peu de varier les formats pour voir ce qui vous plaira le plus. Donc, dans cette vidéo, comme je te disais à l'introduction, on va parler de crypto-monnaie. Alors, premièrement, je vais dire que la crypto-monnaie, c'est une monnaie 100% numérique. C'est-à-dire que contrairement à la monnaie fiduciaire, c'est une monnaie qui n'est pas convertible en papier, en billet papier. La crypto-monnaie, c'est exactement comme lorsque vous avez de l'argent dans votre compte Mobile Money, par exemple, ou dans votre compte Airtel Money, ou dans votre compte PayPal. C'est de l'argent virtuel, numérique. Et cet argent numérique-là peut vous servir à faire des paiements. Et fondamentalement, la crypto-monnaie a été créée justement pour pouvoir faire des paiements. Mais pas n'importe quel paiement, justement. On est dans un système dans lequel, pour faire toute transaction, il faut un intermédiaire. Pour faire une transaction avec quelque chose qui a de la valeur. Par exemple, lorsque vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, vous allez passer par une banque et cette banque-là va constituer un tiers de confiance qui va simplement pouvoir sécuriser la transaction et pouvoir la rendre effective. Maintenant, il y a un souci, c'est que lorsque votre transaction se fait par un système bancaire, en fait, la banque, vous allez créer un compte vers cette banque-là. Et cette banque-là, en fait, détient vos fonds. Lorsque vos fonds sont dans votre compte en banque, vos fonds ne sont pas détenus par vous directement, mais sont détenus par la banque. Donc, du coup, vous allez envoyer votre argent de façon indirecte. Mais de façon directe, c'est la banque qui va envoyer votre argent à la personne à qui vous allez envoyer. Mais ce système-là fait en sorte que vu que l'argent est détenu par la banque et que c'est la banque qui détient directement notre argent, ça fait en sorte que justement, la banque va pouvoir exercer de l'influence sur notre argent. On a eu par exemple récemment, avec la guerre de l'Ukraine et de la Russie, le fait que en Ukraine, les comptes en banque ont été bloqués. Simplement parce que lorsqu'il y a eu cette guerre-là, beaucoup de gens voulaient retirer leur argent de la banque pour justement pouvoir fuir le pays. Mais la banque a bloqué les comptes et ils ne pouvaient plus retirer chaque citoyen que 300 euros par jour. Est-ce que vous voyez un peu que c'est une grosse contrainte qui fait en sorte que lorsque votre argent il est en banque, il suffit qu'un État décide d'exercer une influence sur la banque qui détient votre argent pour que votre compte se retrouve bloqué. Maintenant, la crypto-monnaie elle a été créée pour venir pallier à ce genre de dérive. Je peux appeler ça une dérive. Parce que fondamentalement, lorsque vous avez de l'argent, votre argent doit vous appartenir. Mais lorsque votre argent est en banque, en fait, s'il se trouve qu'un État qui, hiérarchiquement dans la société, est au-dessus de vous, peut exercer de l'influence sur votre argent, c'est que fondamentalement, votre argent ne vous appartient pas. Alors la crypto-monnaie a été créée justement pour ça, pour que votre argent ne soit plus l'argent de l'État, ne soit plus l'argent de la banque, mais soit votre propre argent. Que vous ne passiez plus par un intermédiaire pour pouvoir bénéficier ou envoyer votre argent à qui que ce soit. Donc du coup, lorsqu'on crée la crypto-monnaie, c'est sur un système, une technologie que l'on appelle la blockchain. Parce que fondamentalement, un actif à lui seul ne peut pas être le système qui s'envoie et qui se reçoit. Donc, sur la crypto, en fait, derrière la crypto-monnaie, on crée la blockchain qui est une technologie de stockage. De stockage
transparente parce que tout le monde peut la consulter, décentralisée parce que elle est dupliquée chez plusieurs personnes. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et très sécurisée justement parce que la décentralisation de la blockchain fait en sorte que pour la pirater, elle n'est pas, vu qu'elle n'est pas à un seul endroit, il faudra pirater tous les endroits où elle est. Et ce qui est vraiment difficile. Lorsque vous êtes dans un système bancaire, parce qu'il faut que je vous explique exactement ce que c'est que la blockchain pour que vous compreniez en quoi ce système-là permet d'enlever un intermédiaire, c'est que lorsque vous êtes dans un système bancaire, vous avez un registre. En banque, il y a un registre sur lequel sont faites toutes les transactions de la banque. Toutes les transactions sont notées sur un registre. Mais ce registre-là n'est détenu que par la banque. Donc, il n'y a que la banque qui a accès à ce registre-là. Donc, lorsqu'il y a une modification qui peut être faite sur ce registre, il n'y aura que la banque qui saura qu'il y a eu une modification qui a été faite. Vous, en tant qu'externe à la banque, vous ne pouvez pas savoir que quelque chose a été modifié. Vous, en tant qu'externe à la banque, vous ne pouvez pas consulter les informations internes de la banque. Ce qui fait que ce registre-là, il est centralisé, détenu par la banque uniquement, et que si la banque veut modifier quelque chose, vous n'avez aucun moyen de savoir. Voilà pourquoi il y a eu certains problèmes, dans le sens où il y a des informations, il y a des personnes qui ont eu leur compte en banque falsifié, mais n'ont pas pu justement se justifier simplement parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont aucun moyen. Alors, à contrario, lorsqu'on parle de la blockchain, on est sur une technologie de stockage. Et lorsqu'on parle de stockage ici, on parle de stockage d'informations, de stockage de transactions, tout comme dans le système bancaire, on a un registre, donc une base de données dans laquelle on va stocker les transactions bancaires. La blockchain, c'est également ce même registre-là qui va stocker les transactions sur la blockchain. Donc sur ce registre-là, on va stocker toutes les transactions émises sur le réseau. La différence avec le registre bancaire, c'est que sur la blockchain, ce registre-là va être connu de tous, va être consultable par tous. Tout de suite, si vous allez sur Google et que vous tapez Etherscan, donc ETHSCAN.com, vous allez arriver avec Etherscan, vous allez arriver sur la blockchain Ethereum. Sur la blockchain Ethereum, vous allez pouvoir consulter toutes les transactions Ethereum faites à l'instant T. Ça veut dire que même si vous n'avez pas de portefeuille Ethereum, donc même si vous n'êtes pas interne à la blockchain et au réseau, vous avez la possibilité de consulter tout ce qui s'y passe. Est-ce que vous voyez un peu le truc? C'est que on parle de transparence. Fondamentalement, c'est un registre qui est transparent. Contrairement au registre bancaire parce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, ce registre-là, justement, la blockchain, c'est un registre qui est transparent, donc consultable par tous, et il est décentralisé. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans un système bancaire, le registre est détenu uniquement par la banque. Donc, du coup, ça fait en sorte que l'information, elle est centralisée. Centralisée par une seule entité. Lorsque vous êtes sur la blockchain, vous êtes sur un registre qui est décentralisé, donc détenu par plusieurs entités à la fois. Et qui sont ces entités-là? Ce ne sont pas des groupes ou des organisations, mais ce sont des particuliers, donc des gens comme vous et moi, qui pouvons dans leurs ordinateurs ou leurs téléphones stocker la blockchain, donc avoir une copie de la blockchain, parce que je vous rappelle que la blockchain, c'est simplement une base de données. Donc cette base de données, elle est stockable dans un appareil, tout comme vous pouvez stocker dans votre ordinateur, vous pouvez stocker de la musique, etc. Voilà, c'est une base de données. L'ordinateur contient des bases de données qui vous permettent de stocker des informations. La blockchain, c'est une base de données également. Maintenant, cette base de données-là, comme je vous le dis, elle est décentralisée. Ça veut dire que elle est tenue par tous les membres. Et l'avantage, justement, surtout lorsque je parle de la blockchain, donc la base de données Bitcoin, c'est que n'importe qui peut stocker. Parce que lorsque vous allez fondamentalement sur Google et que vous tapez Etherscan, vous allez simplement consulter la blockchain, mais vous ne la détenez pas. Mais la blockchain, vous pouvez également la télécharger dans votre ordinateur ou dans votre téléphone pour la stocker. Et pour la mettre à jour, à chaque fois qu'il y a une transaction, grâce à votre ordinateur, vous allez pouvoir être ce qu'on appelle un nœud. Et un nœud, c'est une personne, c'est un appareil qui détient justement une version de la blockchain. Donc, contrairement au registre bancaire, qui sera détenu uniquement par la banque, la blockchain sera une base de données détenue par tous les utilisateurs qui veulent la télécharger ou qui la téléchargent dans leur ordinateur. Mais il y a une différence entre détenir
la base de données, détenir la blockchain et consulter la blockchain. N'importe qui peut consulter la blockchain en allant sur Google, mais vous pouvez également la détenir dans votre ordinateur. Et ça fait en sorte que vous faites grandir la décentralisation. Parce que justement, lorsque vous détenez la blockchain dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, vu qu'il y a cette même copie de blockchain partout à la fois, ça fait en sorte que ça rend la blockchain de plus en plus décentralisée parce que le nombre d'endroits différents où sont présents cette blockchain-là est de plus en plus grand. Donc, si vous voulez être un acteur de la blockchain, un acteur de la sécurisation d'une blockchain, de la sécurisation d'un réseau, prenez votre téléphone, allez-y sur Google, sur YouTube et cherchez à savoir comment télécharger cette blockchain-là sur votre appareil et vous allez pouvoir faire tourner ce qu'on appelle un nœud. Et lorsque vous faites tourner un nœud, vous allez contribuer à la décentralisation du projet ou de la crypto-monnaie. Et on va arriver à ce point-là tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est important de comprendre l'écosystème crypto et d'être un acteur de cette révolution-là. Parce que là, on est juste investisseur. La plupart d'entre vous n'êtes là que pour investir. Alors qu'il y a la possibilité de pouvoir être acteur justement de cette révolution-là en apportant des solutions et en contribuant à son développement. Donc, la blockchain, comme je vous disais, c'est la technologie sur laquelle est basée Bitcoin. Est basée la crypto-monnaie en général. Bien évidemment, ce ne sont pas toutes les crypto-monnaies qui possèdent leur propre blockchain. Il y a des crypto-monnaies qu'on appelle des tokens qui sont développés sur des blockchains, mais on arrivera là par la suite. Alors, comme je disais, la blockchain, c'est justement comme le registre bancaire. C'est juste qu'il est décentralisé. Il est transparent, donc décentralisé par le fait qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent stocker la blockchain sur leurs appareils et le faire tourner pour le mettre à jour. Transparent parce que n'importe qui peut consulter la blockchain sur Internet. Sécurisé parce que justement, au niveau de la sécurité, c'est très important que vous suiviez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'on parle de sécurité de la blockchain, ne comprennent pas vraiment. Lorsque vous êtes dans un système bancaire, votre registre, en fait, il est en fait centralisé à un seul endroit. Ça veut dire que si toute cette base de données de transactions est sur un ordinateur ou est sur un serveur, il suffit qu'on pirate ce serveur-là pour avoir accès à toutes les données des utilisateurs et les pirater. Alors que sur la blockchain, on a des milliers de serveurs. On n'en a pas que un, on n'en a pas deux, on n'en a pas trois. Mais on a des milliers de serveurs à pirater. Et non pas seulement à pirater individuellement, mais à devoir pirater en même temps. Ou alors à plus de 51% de ces serveurs-là. Si tu veux pirater la blockchain, il faut que tu puisses faire une attaque de ce qu'on appelle l'attaque des 51%. Réussir à contrôler plus de 51% de tous les nœuds du réseau. Et ça, c'est quasiment impossible lorsqu'on a une blockchain comme celle de Bitcoin qui est de plus en plus décentralisée parce que la facilité avec laquelle on peut créer un nœud, c'est également un grand facteur de décentralisation parce que n'importe qui, comme je vous disais sur Bitcoin, n'importe qui peut télécharger cette blockchain-là. Donc, vu que Bitcoin est mondial, imaginez un peu toutes ces personnes dans le monde qui ont téléchargé la blockchain Bitcoin et qui font tourner leur nœud chez eux. Il y en a tellement. Et il faut pirater toutes ces personnes-là. Bon, pas forcément toutes, pas 100%, mais au moins la moitié, au moins plus de la moitié, pour pouvoir contrôler le réseau, pour pouvoir pirater quelque chose, pour pouvoir falsifier une information. Et là encore, ce n'est pas tout. Parce que lorsque vous allez pouvoir pirater, si vous avez 51% de la puissance du réseau Bitcoin, si vous arrivez à falsifier une information, cette information-là, elle sera vue et su de tous. Vous n'allez pas pouvoir pirater Bitcoin sans que personne ne soit informé. Parce que une grande arnaque ou une grande piraterie, c'est lorsque vous arrivez à voler quelqu'un sans qu'il ne soit informé ou sans qu'il ne sache comment vous avez fait. Mais là, sur la blockchain, vu qu'on a un registre qui est transparent, et comme je vous disais, registre transparent, c'est différent du fait de détenir la blockchain. Transparent, c'est que n'importe qui peut le consulter. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir stocké la blockchain chez vous, sur votre ordinateur, pour pouvoir consulter ce qui s'y passe. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de personnes encore qui ont les yeux rivés sur ce qui se passe sur la blockchain et qui peuvent potentiellement réagir face à un certain hack ou un piratage. Lorsque quelque chose va être modifié sur la blockchain, tout le monde pourra en être informé et ça va dérégler toute la blockchain simplement parce que la blockchain
n'est pas une base de données fixe, mais c'est une base de données qui est divisée et regroupée en plusieurs blocs. Ça veut dire que quand on parle de blockchain, on parle de blocs qui se suivent les uns à la suite des autres. Et c'est dans chaque bloc que vont être stockées des transactions. Pour un bloc, il y a un certain nombre de transactions qui vont être attribuées. Donc, imaginons que sur le premier bloc, on aura 10 transactions. Lorsque les 10 transactions ont été inscrites dans ce bloc-là, le bloc il est rempli, donc il va se fermer et laisser la place à un bloc suivant. Mais entre le premier bloc et le deuxième bloc, il y aura ce qu'on appelle un hash, une ADN, qui va lier en fait ces deux blocs-là. Ça fait que lorsque tu vas vouloir modifier une information dans le deuxième bloc, lorsque tu modifies ça, tu vas également modifier l'information du premier bloc parce que ces deux blocs-là sont reliés par une ADN. Ce qui fait que lorsque quelqu'un veut pirater la blockchain, il va vouloir modifier une information. Par exemple, il veut envoyer 100 bitcoins. Il veut envoyer 100 bitcoins alors qu'en réalité, il n'en possède qu'un seul. Donc, du coup, il va falsifier l'information selon laquelle il a 100 bitcoins alors qu'il n'a que 1. Oui, ça va pouvoir être ajouté dans un bloc, mais ça va dérégler tout le reste des blocs parce que dans le reste des blocs, il a été inscrit que lui, il n'a que 1 bitcoin. Est-ce que vous voyez un peu la puissance? C'est-à-dire que il y a déjà eu un cas de piratage sur la blockchain, bien sûr. Mais justement, comme je vous explique, on peut pirater la blockchain si on peut avoir 51% de la puissance du réseau. Mais c'est tellement difficile parce que ça se décentralise de plus en plus et n'importe qui peut justement stocker la blockchain, stocker un nœud de la blockchain, fait tourner son nœud avec son ordinateur. Donc c'est compliqué. Et même si vous arrivez à pirater, vous allez pirater, mais si vous piratez la blockchain, tout le monde pourra en être informé et tout le monde pourra régler le problème à l'instant T. Parce que la dernière fois que Bitcoin, bon, c'est pas qu'il s'est fait pirater, mais qu'il y a eu un petit bug, ce qui s'est passé, c'était même pas Bitcoin, c'était Ethereum, autant pour moi. Ça a été résolu en quelques heures, en même pas 3 heures. Parce que justement, tout le monde a les yeux rivés dessus et tout le monde sait comment réagir. Mais c'est pas encore tout, les gars. Même si quelqu'un réussit à pirater la blockchain, Bitcoin, il pirate Bitcoin, tout le monde est informé, mais s'il arrive à pirater Bitcoin de sorte à ce qu'on ne puisse pas réagir, cette personne-là aura piraté Bitcoin, mais ne va rien gagner. Parce que si tu veux pirater une banque, c'est pour pouvoir retirer tout l'argent de cette banque-là et être riche. Si tu veux pirater la blockchain Bitcoin, c'est que tu veux pirater cette blockchain-là pour avoir plus de Bitcoin et être riche. Mais si tu pirates Bitcoin, plus personne n'aura confiance à Bitcoin. Et donc, tu vas faire effondrer tout un système et tu vas être le détenteur d'un système qui ne vaut plus rien du tout. Donc, même le fait seulement d'être sur la blockchain Bitcoin t'oblige en fait à faire en sorte que cette blockchain-là prospère. Parce que fondamentalement, la monnaie n'est basée que sur ce qu'on appelle la confiance. Les gens achètent une monnaie parce qu'ils ont confiance en la capacité de cette monnaie-là de maintenir sa valeur. Donc, si jamais une personne arrive à prendre le contrôle de cette monnaie, les gens n'auront plus confiance et vont abandonner cette monnaie parce qu'ils n'auront plus confiance. Et la personne qui aura piraté ne va plus rien détenir. Voilà pourquoi on dit la blockchain est très sécurisée. Et là, je parle de Bitcoin, plus précisément. Par la suite, j'expliquerai pourquoi est-ce que là, je parle principalement de Bitcoin. On est sur une technologie qui est très innovante et je vais vous expliquer en fait comment ça se passe justement pour que les transactions soient décentralisées. Parce que j'aimerais vraiment qu'avec ce podcast-là, vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. C'est bien beau de parler, c'est bien beau d'expliquer comment on envoie, on reçoit des crypto-monnaies, mais il faudrait que vous sachiez comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'intermédiaire? Et quels sont les avantages de ça? Lorsqu'on est sur ce système-là, donc sur cette base de données-là, on a compris qu'elle est sécurisée, transparente et décentralisée. Ça, c'est les fondamentaux. Maintenant, on va voir comment ça se passe une transaction sur Bitcoin. Lorsque vous êtes sur votre système bancaire et que vous faites une transaction, ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer de l'argent d'un point A à un point B. Mais entre A et B, il y aura la banque. Donc, vous allez envoyer un signal à la banque selon lequel vous voulez envoyer une certaine somme à B. Mais ce qui va se passer, c'est que la banque va vérifier si vous, en étant monsieur A, si vous, monsieur A, vous détenez une somme suffisante pour pouvoir envoyer de l'argent à madame B. C'est la banque qui va s'assurer de tout ça et lorsque les informations sont vérifiées, la transaction s'effectue sans souci. Maintenant,
Lorsque vous êtes sur la blockchain, ce sera différent. Ce n'est pas la banque seule qui va, sur la blockchain, qui va sécuriser la transaction, qui va vérifier tout, mais c'est ce qu'on appelle les mineurs. Sur la blockchain, lorsqu'une transaction est émise, cette transaction-là va être mise dans un pool dans lequel il y a plusieurs transactions. La transaction qui va payer le plus de frais, donc la transaction qui va, en termes de frais, celle qui va pouvoir louer un espace, parce que, comme je vous disais, la blockchain, c'est une base de données. Donc, pour noter une transaction sur la blockchain, il faut une certaine quantité d'espace. Parce que dans chaque bloc, il y a une quantité de transactions limitée. Donc, du coup, lorsque tu fais une transaction sur la blockchain, il faut payer des frais pour pouvoir réserver à ta transaction une place dans un des blocs. Du coup, la transaction qui va payer le plus de frais, c'est celle-ci qui sera prise et traitée en priorité par les mineurs. Donc, lorsque ta transaction elle est prise, les mineurs maintenant, parce que la transaction n'est pas directement donnée, elle est codée par ce qu'on appelle du chiffrage. Et donc, lorsque la transaction elle est codée, pour pouvoir la traiter, il faut pouvoir la décoder. Les mineurs, dans un premier temps, n'ont accès qu'à la quantité de frais. Mais lorsqu'il va falloir traiter la transaction, il faudra la lire, il faudra la décoder. Maintenant, c'est là qu'on va parler de la sécurité. La sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est simplement la difficulté avec laquelle on va pouvoir arriver à une solution. C'est tout. Lorsque vous mettez sur votre téléphone un code à un chiffre, pour trouver le code, il suffira seulement d'essayer de 0 à 9. Je vais tester 0. Si ça passe pas, je teste 1. Si ça passe pas, je teste 2. Si ça passe pas, je teste 3. Jusqu'à 9. Et vu que ton code c'est un chiffre, forcément je vais tomber sur le bon chiffre parce que ton code c'est un chiffre et qu'il n'existe que 9 chiffres. Bon, 10 chiffres avec 0. Maintenant, lorsque tu fais un code à 3 chiffres, tu rends simplement le fait de déterminer ton code plus difficile en ajoutant et en augmentant le nombre de chiffres. Donc du coup, si tu mets un code à 3 chiffres, je ne vais plus tester 1, 2, 3. Non, je vais devoir tester 1 sur la première case, 0, 0 par exemple. Je vais faire 0, 0, 0, la première combinaison. Après, je vais faire 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, jusqu'à ce que, en arrivant à un certain niveau, j'arrive à trouver ton code. Mais je vais mettre beaucoup plus de temps que si ce n'était qu'un code à un chiffre. Si tu mets un code à 5 chiffres, ce sera encore plus difficile en testant plusieurs combinaisons d'arriver à ton code. La sécurité, c'est simplement ça. C'est la difficulté avec laquelle vous allez pouvoir arriver à un résultat. Donc du coup, lorsqu'on est sur la blockchain, lorsque la transaction elle est codée, il faut comprendre que pour la décoder, il faudra juste tester plusieurs combinaisons. Mais vu que les caractères qui codent une transaction sont énormes, il n'y a pas que des chiffres, mais il y a des chiffres et des lettres. C'est difficile de décoder tout ça pour un être humain. Parce que fondamentalement, nous les êtres humains n'avons pas la capacité de calculer très 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 rapidement. Et comme je vous disais, lorsque vous allez tester les combinaisons, c'est dépendamment du nombre de chiffres qui constituent le code que vous allez pouvoir arriver rapidement à un résultat. Mais s'il y a trop de chiffres, vous allez pouvoir arriver à un résultat un jour. Mais quand? Imaginez un code à 20 chiffres et que vous essayez de tester les combinaisons, toutes les combinaisons possibles, vous allez arriver à la bonne en combien de temps? Ça va prendre des heures, des années. Du coup, lorsqu'on est sur une transaction sur la blockchain, un être humain ou même ne peut pas, ne peut pas faire la combinaison de tout ça. Voilà pourquoi ce sont des ordinateurs que l'on utilise pour faire le minage. Et le minage, justement, c'est le fait qu'un ordinateur, un appareil, pas un ordinateur PC, aujourd'hui on n'utilise pas ça, va pouvoir justement tester toutes ces combinaisons-là rapidement. Et c'est ça qu'on va appeler la puissance de calcul. C'est la rapidité avec laquelle cet ordinateur-là va tester les combinaisons possibles pour pouvoir arriver à la bonne solution. Donc, lorsque votre transaction va être faite, si les frais sont suffisants pour qu'on la prenne maintenant, elle va être prise et plusieurs mineurs, parce qu'il n'y a pas qu'un mineur, voilà pourquoi on parle de décentralisation. Contrairement au système bancaire, ce n'est que la banque qui va sécuriser la transaction. Par contre, sur la blockchain, on a plusieurs entités qui vont le faire à la fois.
Donc sur la blockchain, on aura des milliers de mineurs à travers le monde. Les mineurs, ça peut être vous, ça peut être moi. N'importe qui peut être mineur. C'est juste il vous faudra du matériel. Donc du coup, achetez vos rigs, parce qu'on appelle ça des rigs de minage, qui sont constitués de CPU, qui sont constitués de processeurs très 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 puissants, qui peuvent faire des calculs mathématiques très 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 rapides. Et c'est ça en fait qui va vous permettre justement de contribuer au réseau. Non seulement à part le fait d'être un nœud, on va expliquer le rôle des nœuds tout à l'heure dans une transaction, mais à part le fait d'être un nœud, vous pouvez être un mineur également. Donc du coup, au lieu que ce soit juste la banque, sur la blockchain, c'est tous les mineurs qui vont se mettre ensemble pour décoder la même transaction. Et donc ils vont compétir. Et le premier mineur qui va réussir à décoder la transaction avant les autres, parce que oui, tout est une affaire de puissance de calcul, celui qui va calculer le plus vite et tester les combinaisons de sorte à arriver le plus vite au résultat, c'est lui qui va réussir justement à déchiffrer la transaction. Lorsque ce mineur-là a déchiffré la transaction, c'est là qu'on va parler de création du Bitcoin. Parce que fondamentalement, le Bitcoin, c'est un peu comme de l'or, c'est rare. Et vu que le Bitcoin, il est rare, et qu'il applique les mêmes fonctions que l'or, il devient de plus en plus rare. Donc du coup, on va parler de ça plus tard, mais comprenez que au moment où le premier mineur, il a réussi à décoder la transaction avant les autres, il va être récompensé avec de nouveaux bitcoins qui auront été créés par le travail. Voilà pourquoi on appelle ça le proof of work. Lorsqu'on est sur Bitcoin et qu'on parle de minage, on parle du proof of work. Et le proof of work, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail. C'est un mécanisme de consensus, ce qui signifie que c'est un mécanisme par lequel plusieurs personnes vont se mettre d'accord sur une information, sur un consensus. Du coup, sur le proof of work, on aura les mineurs qui vont décoder la transaction, le premier mineur qui va décoder la transaction, qui va, par le proof of work, être rémunéré par la blockchain avec la création de nouveaux bitcoins. Et ces nouveaux bitcoins-là vont être attribués à ce mineur-là. Et lorsqu'il a réussi à décoder la transaction, le mineur maintenant va montrer la transaction au nœud. Donc il va ajouter, pour ajouter les transactions dans un nœud, il faudra que les nœuds vérifient que la transaction elle est bonne. Donc du coup, cette transaction-là va être, parce que rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'un nœud, c'est une copie de la blockchain détenue par plusieurs personnes. Donc du coup, lorsque la transaction arrive, pour être ajoutée dans un nœud, pour être ajoutée sur la blockchain, il faut que les nœuds vérifient que cette transaction est la même sur tous les autres nœuds du réseau. Est-ce que vous comprenez maintenant la décentralisation et la sécurité de Bitcoin? C'est que lorsqu'une transaction est faite sur Bitcoin, ce n'est pas une seule personne qui va pouvoir la vérifier, la valider, mais c'est plusieurs nœuds à la fois à travers le monde qui vont s'assurer que cette information-là est la même sur tous les autres nœuds du réseau. Donc lorsque vous voyez une transaction ajoutée sur la blockchain, c'est que cette transaction a été validée par tous les nœuds du réseau. Et c'est comme ça que se passe une transaction sur Bitcoin. Et là, on est sur un mécanisme en consensus de proof of work qui est très sécurisé. Parce que tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que le proof of work est beaucoup plus sécurisé et plus sûr que le proof of stake. Mais sur le proof of work, en fait, ce n'est pas, on ne va pas créer des bitcoins juste comme ça, tu vois. Sur Bitcoin, on va créer des bitcoins, de nouveaux bitcoins en échange d'un travail. Voilà pourquoi on parle de proof of work. Les mineurs vont devoir utiliser des machines pour faire des calculs mathématiques. Mais ces machines-là, on les achète avec de l'argent. Ces machines-là, pour qu'elles fonctionnent, il faut de l'électricité que l'on paye. Du coup, il y a de l'argent que l'on dépense pour pouvoir créer de nouveaux bitcoins. Ce qui fait qu'on ne peut pas créer une infinité de bitcoins. Sinon, on va devoir dépenser une infinité d'argent pour créer ces bitcoins-là. Et c'est ce qui est juste magnifique. Lorsqu'on parle du système bancaire, le système financier actuel, lorsque tu veux créer un billet, il te suffit juste, lorsque tu veux créer de la monnaie, il te suffit juste que quelqu'un demande un prêt. Et lorsque quelqu'un demande un prêt, le banquier, il ajoute simplement sur son ordinateur le montant que la personne veut. C'est juste comme ça qu'on crée de la monnaie, à partir de rien. Il suffit que quelqu'un veuille un prêt d'1 million de dollars, et la banque ajoute 1 million de dollars sur le compte. C'est tout. Et cette unité, ces 1 million de dollars là sont ajoutés sur le marché, ce qui crée la dilution
de la monnaie. Vu qu'on peut créer de l'argent sans dépenser d'argent, ben, ça fait en sorte qu'on peut créer une infinité d'argent. Contrairement au Bitcoin, par le proof of work, on va créer du Bitcoin en échange d'un travail qui, pour être effectué, nécessite une dépense financière. Donc du coup, on est sur un système qui nous permet d'avoir une réelle sécurité, décentralisation, une grande transparence Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a été créée. Et là, je viens de vous décrire comment fonctionne la blockchain Bitcoin. Une blockchain qui fonctionne via le proof of work, un mécanisme de consensus qui fonctionne avec des mineurs qui vont pouvoir se compétir pour pouvoir valider les transactions, les ajouter dans les blocs. Parce que oui, lorsque le premier mineur réussit à valider la transaction, c'est lui qui va créer le prochain bloc. Parce que je vous ai dit que sur la blockchain, on a des blocs qui se suivent les uns à la suite des autres. Du coup, lorsque le mineur a décodé la transaction, c'est lui qui va créer le prochain bloc dans lequel seront ajoutées les autres transactions. Et ça se passe chaque 10 minutes. C'est chaque 10 minutes qu'un nouveau bloc se crée. Donc, pour que ces blocs-là soient ajoutés à la blockchain, il faudrait que les nœuds soient sûrs que les informations détenues soient les mêmes dans tous les nœuds du réseau. Ensuite, lorsque l'on a compris ça, on comprend justement en quoi on n'a pas besoin d'intermédiaire. Parce que là, l'intermédiaire n'est plus la banque, mais l'intermédiaire, c'est le fait que tous les participants du réseau contrôlent et font fonctionner le réseau. C'est exactement comme si vous êtes sur une application, on va parler de la DeFi tout à l'heure. Sur la DeFi, on a une application qui n'est contrôlée par personne, à part par un smart contract. Mais regardez un peu comment ça fonctionne. Il y a des personnes qui veulent emprunter de l'argent, mais pour emprunter de l'argent, il faut de la liquidité. Mais vu qu'il n'y a aucune entreprise pour fournir la liquidité, qui fournit la liquidité? Ce sont les autres participants. Ça veut dire que si toi, par exemple, tu as 1000 $ de ton compte, ce que tu n'utilises pas, tu peux venir sur cette application-là pour bloquer tes 1000 $ pour que tes 1000 $ permettent à quelqu'un d'autre de faire un prêt. Et lorsqu'une personne vient faire un prêt de tes 1000 $, cette personne-là peut prendre ces 1000 $ là, elle va laisser un collatéral, donc une certaine valeur qui garantit qu'il vienne rendre. Par exemple, sur la blockchain, si tu viens par exemple emprunter, je parle d'emprunter 1000 $, tu vas devoir laisser un collatéral en crypto-monnaie de supérieur à 1000 $. Imagine que tu veux emprunter des USDT parce que tu ne veux pas dépenser tes bitcoins. Lorsque tu viens emprunter des USDT, tu vas laisser, si tu empruntes 1000 $ d'USDT, tu vas laisser 2000 $ de bitcoin par exemple. Comme ça, on est sûr que vu que tu as laissé plus que ce que tu as emprunté, ben, tu vas forcément venir récupérer ce que tu as laissé. Mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que lorsque tu as laissé tes bitcoins, ça fait en sorte que ça t'empêche de dépenser tes bitcoins par peur que ça ne fluctue, que ça ne prenne de la valeur. Imagine un peu que tu as des bitcoins, mais tu ne veux pas les dépenser parce que tu as peur que bitcoin explose. Ça veut dire que si tu veux utiliser des USDT sans dépenser tes bitcoins, tu peux venir justement sur la plateforme emprunter des USDT et mettre en collatéral les bitcoins que tu ne veux pas dépenser. Mais imagine que pendant le prêt, tu as emprunté 100 000 USDT avec une garantie de 10% par exemple. Ça veut dire que la personne, que si par exemple la personne B est venue prêter son argent, cette personne B là va recevoir 100 $ grâce à toi parce que tu seras venu laisser et l'argent et les intérêts. Mais imagine que tes bitcoins que tu as laissés là ne valent plus 2000 $ mais valent maintenant 5000 $. Tu vas pouvoir récupérer tes 5000 $. Est-ce que tu vois le truc? C'est dingue. Mais ce sont les participants qui vont pouvoir, sur cette application-là, travailler entre eux. Certains vont venir apporter de la liquidité et d'autres vont venir emprunter. Et ceux qui ont apporté de la liquidité vont recevoir de l'argent en récompense. Et c'est la même chose sur la blockchain. Certains font des transactions, d'autres les valident et reçoivent des récompenses sur chaque transaction. C'est exactement ça. C'est un système communautaire. Et c'est ça la blockchain. La blockchain, c'est justement la possibilité de mettre de la transparence au milieu de tout. Et lorsque vous avez compris fondamentalement ce que c'est que la blockchain, vous comprenez que la blockchain peut être appliquée à tous les domaines possibles, pas qu'aux transactions. Et c'est pour ça que en 2013, Vitalik Buterin, qui est le créateur d'Ethereum, a décidé justement de créer sa propre blockchain, Ethereum.
Ethereum, c'est une blockchain sur laquelle on ne va plus non seulement faire des transactions, mais sur Ethereum, on va pouvoir faire des transactions, mais aussi utiliser la blockchain dans tous ces différents domaines-là. C'est grâce à Ethereum qu'on connaît la DeFi. C'est grâce à Ethereum que naissent les NFT, que naissent les smart contracts, que naissent la création de tokens. Et sur Ethereum, justement, on a eu une évolution de la blockchain, et c'est là qu'on parle de blockchain de deuxième génération. Lorsqu'on est sur Bitcoin, on est sur la première blockchain qui ne sert qu'à faire des transactions, blockchain de première génération. Mais lorsqu'on est sur Ethereum, on est sur une blockchain de deuxième génération parce que cette blockchain-là permet, avec cette blockchain, de pouvoir créer des applications, tout comme on peut créer des applications sur Internet, de pouvoir créer des tokens, de pouvoir créer des smart contracts, donc des contrats intelligents qui fonctionnent de façon autonome. Et c'est là qu'on va voir sur Ethereum se développer énormément de projets différents. Et c'est là que Ethereum nous ouvre en fait une autre perspective de la vision de la blockchain. On a par exemple sur Ethereum les NFT qui sont apparus. C'est quoi les NFT? Les NFT, c'est des non-fungible tokens. Les non-fungible tokens, c'est des tokens qui ne sont pas interchangeables. Lorsqu'on parle de interchangeabilité, c'est le fait que on ne peut pas, avec deux tokens qui sont de même type, se les échanger parce qu'ils ne sont pas pareils. Ils ont des caractéristiques distinctes. Si vous avez un Samsung Galaxy S9 et que moi j'ai un Samsung Galaxy S9, nos téléphones sont du même type, mais les informations contenues à l'intérieur sont différentes. Donc, ils ne sont pas interchangeables, même s'ils sont du même type. Et c'est justement ça qui fait que le NFT, on va également pouvoir, grâce à ça, attribuer à cela une authenticité numérique. On va dire que le NFT, c'est un titre de propriété numérique. Pourquoi? Parce que le NFT, il est basé sur une blockchain. Et par définition, la blockchain est une technologie de stockage transparente, sécurisée, décentralisée. Donc lorsque vous mettez une information sur la blockchain, cette information ne peut plus être falsifiée. Voilà pourquoi un NFT, tout ce qui peut être numérique et qui est mis sur la blockchain. Ça veut dire que vous pouvez être retracé parce que votre actif numérique est sur la blockchain. Imaginez aujourd'hui que vous êtes un artiste et que vous mettez votre image, votre œuvre d'art sur Facebook. N'importe qui sur Facebook pourra venir prendre votre œuvre d'art, la republier sur sa page et faire croire que c'est lui, que c'est à lui. Alors que lorsque vous êtes sur la blockchain et que votre œuvre d'art, vous l'avez mise en NFT, ce ne sera pas possible. Parce qu'il y aura une traçabilité d'à qui appartient cette œuvre d'art-là. Et la blockchain, justement, permet d'avoir cette traçabilité-là. Sur la blockchain Bitcoin, c'est possible aujourd'hui de retracer la première transaction Bitcoin. Parce que tout ça se retrouve dans les blocs. Et tous les blocs sont consultables, tout est transparent et tout est visible. En NFT, on pourra voir que c'est vous l'authentique propriétaire de votre œuvre d'art. Pourquoi? Parce que c'est consultable sur la blockchain. Un NFT, c'est un non-fungible token, un token non fungible, non interchangeable, qui est un titre de propriété numérique permettant à toute personne créant un actif numérique et l'ayant mis sur la blockchain de pouvoir avoir une traçabilité sur l'appartenance réelle de cet actif numérique-là. Ça peut être une œuvre d'art, une photo, une image, une vidéo. Ça peut être n'importe quoi du moment que cette chose-là est numérique. Voilà pourquoi on a eu l'apparition des NFT dans les jeux vidéo. Parce que dans un jeu vidéo, il y a parfois des choses que vous devez acheter. Imaginez que dans un jeu vidéo, vous devez acheter une chaussure. Cette chaussure-là, les propriétaires du jeu peuvent vous garantir que la chaussure ne sera produite qu'en édition limitée de 10 paires. C'est vrai, c'est possible. Mais c'est aussi possible que, voilà, ils décident à un moment donné de pouvoir créer une 11e paire. Voilà, en bonus. Mais lorsque c'est fait sur la blockchain et qu'ils ont déjà dit qu'ils vont mettre 10 paires, eh bien, c'est déjà écrit sur la blockchain et on ne peut plus changer. Lorsque une information est sur la blockchain, on ne peut plus la modifier. Donc, si le créateur d'un jeu vous a dit qu'il a 10 paires de chaussures en NFT qu'il vende, il n'y aura pas plus de 10 paires. Parce que c'est impossible de créer plus. Parce que c'est déjà sur la blockchain. Et donc, on a une réelle certitude. Et il n'y aura pas de personne qui pourra venir
venir créer une copie ou une contrefaçon de ces chaussures-là. Pourquoi? Parce que tout sera sur la blockchain. Si quelqu'un veut vous vendre une copie de ces chaussures-là en NFT, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller simplement consulter l'origine de ces chaussures-là. Et sur la blockchain, vous verrez bien qu'ils ne sont pas authentiques. C'est exactement ça. Grâce à la blockchain également dans le monde du gaming, ce sera possible que lorsque vous êtes dans un jeu et que vous avez par exemple une capacité spéciale ou une arme spéciale, que vous puissiez passer de ce jeu dans lequel vous êtes à un autre jeu avec cette même capacité spéciale-là ou cette même arme spéciale-là. Pourquoi? Parce que si vous détenez une arme spéciale en NFT, ce NFT-là vous appartient en fait. Ce qui fait que ce NFT n'est pas propre au jeu, n'appartient pas au jeu, il vous appartient à vous. Et que les jeux qui vont s'adapter à ça plus tard, ce seront des jeux qui permettront à ce que lorsque tu as par exemple une épée puissante dans un jeu, que tu puisses utiliser ton NFT, ton épée dans un autre jeu avec ton avatar. Et c'est là qu'on va parler du métavers. Parce que tout ça c'est lié. Le métavers c'est un monde virtuel. On a vu Facebook qui a changé le nom Facebook en Meta. C'est parce que justement, Meta, c'est un nouveau réseau social. La métavers, c'est le monde normal que l'on connaît, mais juste de façon virtuelle. Lorsque tu vas, par exemple, jouer aux Sims et que tu as acheté ta maison, que tu as construit, que tu travailles quelque part et que tu as de l'argent virtuel dans ton jeu, le métavers permettra à ce que ce ne soit plus de l'argent virtuel seulement. Le métavers fera en sorte que lorsque tu joues au Gran Turismo et que tu gagnes des pièces lorsque tu fais un jeu de course et que tu gagnes des pièces, que ce ne soit plus seulement des pièces fictives. Le métavers fera en sorte que lorsque tu joues à Subway Surfer et que tu gagnes des pièces à l'intérieur, que ce ne soit plus que des pièces fictives, que ce soit des pièces que tu peux retirer en argent fiat grâce à la tokenisation. Donc du coup, en fait, le métavers, c'est une deuxième économie qui est en train de se créer pour recréer le monde virtuel au travers du monde physique, de sorte à ce que toutes les caractéristiques que l'on retrouve dans le monde physique, on le retrouve dans le monde virtuel. On a d'ailleurs vu tout à l'heure que les NFT, c'est des titres de propriété numérique, mais avant que la blockchain arrive, c'était impossible que ton actif numérique, que ta chanson, que ton texte ne puisse être dupliqué sans qu'on ne sache qui est le réel propriétaire. C'était pas possible. N'importe qui peut venir sur Facebook, prendre ton message, prendre ton texte, faire un copier-coller et dire que c'est pour lui. Tu vois? Alors que grâce aux NFT, c'est plus possible. Et ça, sans les NFT, on n'aurait pas pu créer le métavers. Parce que sinon, n'importe qui, imagine un peu dans le métavers, tu construis ta maison, ben, quelqu'un aurait pu simplement venir, ou bien si tu achètes ta maison, quelqu'un aurait pu simplement dupliquer ta maison. Mais on peut rien dupliquer dans un métavers. Tout est rare, parce que justement, il y a la notion de NFT. Beaucoup de personnes, justement, avec tout ça, NFT et tout, n'ont pas pu trouver le contexte, n'ont pas pu comprendre, mais les NFT, c'est quoi exactement? La métavers, c'est quoi? Dans la blockchain, les gens n'ont pas réellement compris. J'espère que grâce à ce podcast-là, vous avez pu comprendre où est quoi. Que vous avez pu contextualiser les choses. Comprendre que, voilà, c'est Ethereum qui vient apporter les NFT. Ensuite, on peut mettre le métavers, etc. Vous comprenez où chacun va. Mais Ethereum a été victime de son succès parce que, vu qu'on peut exploiter la blockchain dans tout son plein potentiel avec Ethereum, malheureusement, il y a eu un peu trop de gens, il y a eu un peu trop d'entreprises qui sont venues créer sur Ethereum. On a eu les CryptoKitties, ce sont des NFT, c'était des chats que l'on pouvait faire se reproduire entre eux pour créer des chats de plus en plus rares et gagner de l'argent. Ça a fait exploser la blockchain Ethereum. Il y avait tellement de transactions sur la blockchain Ethereum que elle est devenue congestionnée. Et c'est justement à cause de cette congestion-là qu'on passe au blockchain de troisième génération. Et donc, du coup, on va parler de Cardano, on va parler de Tron, on va parler des nouvelles blockchains, la Polygon, etc. C'est des blockchains de troisième génération. Donc, du coup, ces blockchains de troisième génération, en fait, c'est des blockchains qui vont être beaucoup plus scalables. La scalabilité, c'est la capacité qu'a une blockchain à pouvoir traiter plusieurs transactions par seconde. Sur Bitcoin, on peut traiter que 7 transactions par seconde. Sur Ethereum, je pense que c'est 12 à 14 transactions par seconde. Mais sur une blockchain qui est scalable, on peut traiter des milliers de transactions par seconde. Maintenant, la différence, c'est juste que pour rendre une blockchain
scalable, on va devoir quitter du proof of stake, du proof of work au proof of stake en fait. Parce que Bitcoin et Ethereum, ce sont les deux premières blockchains. Ethereum va également suivre le consensus de Bitcoin, donc le proof of work, la preuve du travail grâce aux mineurs. Ethereum va également fonctionner en proof of work. Mais pour quitter du proof of stake au proof of work, pour quitter du proof of work au proof of stake, autant pour moi, on va devoir enlever les mineurs. Et là, on va passer à un autre mécanisme de consensus qu'on appelle le proof of stake. Et actuellement, on a dans l'état du marché actuel une situation dans laquelle Ethereum est en train de migrer, donc d'effectuer un merge. On est en train de passer du proof of work au proof of stake sur Ethereum. Et ça aura pour but de justement rendre la blockchain beaucoup plus scalable. Donc sur Ethereum, on pourra traiter beaucoup plus de transactions par seconde. Mais bon, pas toujours autant que les autres blockchains, hein. Je pense que maximum ce sera une centaine. Voilà, ce ne sera pas énormément ouf. Mastercard fait plus de 1500 ou 15 000 transferts par seconde, je pense bien. Mastercard et Visa. Donc du coup, ce sera pas ouf. Mais ce sera déjà beaucoup mieux que maintenant. Voilà pourquoi on a un certain engouement sur Ethereum actuellement. Le prix il augmente et tout. C'est parce qu'on va passer justement du proof of work au proof of stake sur Ethereum. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que selon moi, le passage du proof of work au proof of stake, c'est pas une bonne chose parce que ça rend la blockchain moins sécurisée. Et je vous ai dit que je devais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on parle du proof of stake, on parle de la preuve d'enjeu. La preuve d'enjeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre vos tokens, que vous allez bloquer sur la blockchain, et vos tokens vont servir de garantie au fait que vous allez donner la bonne information par rapport à une transaction. Lorsqu'une transaction sera faite, vu que vous aurez bloqué vos tokens, la blockchain en fait aura beaucoup plus de fiabilité à être sûr que la transaction que vous avez validée, elle est vraie. Parce que vous avez bloqué vos tokens. Et que si vous donnez une fausse information, vos tokens seront brûlés. Donc la preuve d'enjeu, c'est que vous mettez en jeu vos tokens en échange du fait de donner une bonne réponse par rapport à une transaction qui a été faite. Bien évidemment, pour juger de si vous avez donné la bonne réponse ou pas, c'est en fonction justement du nombre de tokens sur le réseau qui auront également donné la même information. Ça veut dire que si 51% du nombre de tokens sur le réseau disent que l'information est vraie, ben, c'est l'information qui sera définie comme vraie. Mais si 51% du nombre de tokens sur le réseau détermine que la transaction est fausse, la transaction sera fausse. Donc c'est le nombre de tokens en fait qui détermine ce qui est vrai ou ce qui est faux. Du coup, si vous avez par exemple peut-être 1% du nombre de tokens sur le réseau et que vous donnez une mauvaise information, ben, vos tokens seront confisqués, seront brûlés, pris par la blockchain. Voilà pourquoi on appelle le proof of stake la preuve d'enjeu. Quel est le problème avec ce mécanisme de consensus-là? C'est que ça vient fragiliser la sécurité de la blockchain. Ça fragilise la sécurité. On va être clair. Lorsqu'on est sur le proof of work, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de tokens. Même si tu possèdes tous les bitcoins du monde, tu ne vas pas contrôler le réseau. Alors que lorsqu'on est sur le proof of stake, c'est celui qui a le plus de tokens qui va avoir le plus de décisions ou le plus de gouvernance sur la blockchain en fait. C'est celui qui va posséder le plus de tokens qui va avoir le plus de gouvernance sur le réseau. C'est celui qui va être choisi en priorité pour valider les transactions. Du coup, les baleines auront plus de facilité à jouer avec le cours des cryptos ou à jouer avec la sécurité d'une blockchain en possédant beaucoup de tokens. En fait, le proof of stake, c'est simplement le système financier actuel, mais qu'on a juste mis sur la blockchain en fait. Celui qui a le plus de tokens, c'est celui qui contrôle le réseau. Donc imaginez que de mauvaises personnes décident de regrouper, imaginez que des baleines décident de regrouper tous leurs tokens qu'ils vont mettre en stacking, grâce au fait qu'ils auront plus de 51% de la puissance du réseau, ils pourront influencer la création des prochains blocs et falsifier les transactions. Et on n'y pourra rien. Parce qu'ils auront possédé une trop grande quantité de tokens par rapport aux autres. Voilà ce qui fait en sorte que le proof of stake est moins sécurisé que le proof of work.
C'est parce que c'est la quantité de tokens qui détermine la sécurité de la blockchain. Donc le passage de Ethereum au Proof of Stake, pour moi, à court terme, ça va être une bonne chose, mais sur le long terme, ce sera compliqué. Ce sera vraiment compliqué. Parce qu'il y a encore une autre chose vraiment très importante à comprendre. C'est que sur Ethereum, pour faire du stacking, il faut 32 Ethers. 32 Ethers. Aujourd'hui, 32 Ethers, ça vaut quasiment 50 000 $. Du coup, pour être un validateur sur Ethereum, il faut beaucoup d'argent. Ça veut dire que même si tu possèdes des Ethers, tu ne peux pas stacker tes Ethers. Tu ne peux pas contribuer à la décentralisation du réseau. Il faut avoir 32 Ethers. Donc, quasiment être déjà riche pour pouvoir stacker tes Ethers et pour pouvoir contribuer à la sécurisation de la blockchain et recevoir des pourcentages. Donc, imagine un peu que c'est difficile et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont pouvoir se positionner là pour décentraliser de plus en plus la blockchain. Je vous ai dit tout à l'heure que la décentralisation, c'est également la facilité avec laquelle un individu lambda peut être un validateur sur le réseau. Avec les nœuds, tout à l'heure, je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Du coup, les gars, c'est compliqué. Sur Ethereum, 32 Ethers. Mais on a eu avec le temps une évolution qui a fait en sorte que tu n'as plus besoin de posséder une certaine quantité de tokens pour faire telle ou telle chose en fait. Il y a ce qu'on appelle des pools de stacking. Et ça, c'est un autre gros problème. C'est que ce sont maintenant des entreprises qui vont utiliser nos tokens pour sécuriser la blockchain. Ça veut dire que si toi, par exemple, tu n'as qu'un Ethereum, une entreprise va se positionner avec ces Ethereum et va permettre à d'autres investisseurs de venir mettre leurs Ethereum sur le même pool qu'eux pour augmenter la quantité d'Ethereum et donc augmenter les pourcentages. Si toi tu mets un Ethereum, la personne B met 3 Ethereum, l'autre met 5 Ethereum, l'autre met 13 Ethereum, l'autre met 20 Ethereum, vous allez être dans un pool. Et ce pool-là va permettre justement d'avoir beaucoup de tokens cumulés dans un seul endroit pour pouvoir justement sécuriser la blockchain. Et vous allez recevoir des intérêts qui seront distribués à chaque personne qui a contribué au pool de façon proportionnelle à ce qu'il a mis comme token. Du coup, on va centraliser encore une fois l'information. On va centraliser encore une fois les tokens. On va sécuriser encore, on va encore centraliser le fait de pouvoir avoir une décision, tout comme le système bancaire. C'est un gros problème. Actuellement, il y a également ce qu'on appelle les pools de minage, parce que vu que c'est pas tout le monde qui peut miner, eh bien, en fait, il y a des entreprises qui se positionnent. Je parle là surtout de Just Mining. Just Mining, c'est l'entreprise de Hasher. Vous connaissez certainement Hasher. C'est l'un des premiers francophones qui a emmené l'écosystème crypto, la vulgarisation de l'écosystème crypto dans la francophonie. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai connu la crypto-monnaie. Du coup, il a une entreprise, et c'est pas le seul, il y en a plusieurs, qui permet justement de faire du stacking, de faire du minage en fait. Du coup, si tu es un particulier, vu que tu es seul, tu ne peux pas avoir une puissance de calcul suffisante pour pouvoir valider une transaction. Parce qu'il faut avoir une très grande puissance de calcul. Par contre, tu peux cumuler ta puissance de calcul avec celle des autres pour justement avoir assez de puissance de calcul pour pouvoir justement valider la transaction. Et lorsque les bitcoins sont payés, tous les acteurs vont pouvoir se redistribuer une certaine partie. Mais ce n'est pas pareil que sur le proof of stake, parce que là, c'est une affaire de puissance de calcul. La puissance de calcul n'a rien à voir avec le nombre de tokens qui est détenu. Du coup, là, on parle de puissance, que l'on le veuille ou pas, pour pouvoir pour pouvoir créer du Bitcoin, il faut plus de puissance de calcul. Ça, c'est pas discutable. Mais au niveau du proof of stake, tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin de posséder beaucoup de tokens. Sur le long terme, ce sera très compliqué pour Ethereum de pouvoir rester sécurisé comme actuellement. Parce que Ethereum va se centraliser de plus en plus. Et plus quelque chose est centralisé, plus cette chose-là est piratable. Du coup, oui, peut-être que la scalabilité sur Ethereum sera beaucoup mieux. Mais il y a ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Sur la blockchain, il y a une difficulté à pouvoir allier à la fois la transparence, la sécurité, la décentralisation et la scalabilité. C'est très compliqué sur la blockchain. Et c'est ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain.
la difficulté qu'a une blockchain à pouvoir avoir à la fois la transparence, la décentralisation, la scalabilité et la sécurité. Pas de transparence, hein, désolé, c'est un lapsus. Sur la blockchain de Trilem, c'est le fait de pouvoir posséder à la fois la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Bitcoin, c'est une blockchain qui est très décentralisée et très sécurisée, mais qui n'est pas du tout scalable. Sur Ethereum, on a une blockchain qui est très sécurisée actuellement, qui est très décentralisée actuellement, mais qui n'était pas scalable. Mais lorsqu'on va augmenter la scalabilité d'Ethereum, on va diminuer la sécurité d'Ethereum. Est-ce que vous comprenez le truc? Voilà pourquoi la plupart des blockchains qui sont très scalables actuellement ne sont pas très sécurisées. Regardez un peu, actuellement on a une news selon laquelle Solana s'est encore fait pirater. Solana, c'est une blockchain qui est très scalable, qui permet de créer des smart contracts. C'est un peu un concurrent d'Ethereum. Mais vous voyez que la scalabilité d'Ethereum est venue fragiliser la sécurité. La scalabilité de Solana est venue fragiliser sa sécurité. Et voilà pourquoi tout le temps Solana se fait pirater. Ce sont des cas palpables et visibles. Du coup, on va se poser la question de savoir que si Bitcoin, c'est une blockchain qui n'est pas très sécurisée, qui n'est pas très scalable, tant pour moi, ce sera compliqué alors sur le long terme alors. Imaginez qu'on soit des milliers de personnes dans le monde et qu'on veut acheter du Bitcoin. Comment on va faire? Avant ça, j'aimerais répondre à une question. Avant de répondre à ça, j'aimerais répondre à une autre question. Quelle crypto-monnaie acheter? Beaucoup de personnes se demandent quelle crypto-monnaie acheter. Alors, sur la blockchain, sur les crypto-monnaies, dans l'écosystème, il y a plus de 19 000 crypto-monnaies actuellement. Donc, tous les jours, il y a de nouvelles crypto-monnaies qui se créent. Tous les jours. Donc, tout ce brouhaha de crypto-monnaies-là, c'est compliqué de faire le choix. Mais, je vais vous donner quelques éléments qui vous permettront de pouvoir vous décider. Déjà, comprendre que il faut aller sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est une plateforme qui référence en fait toutes les crypto-monnaies qui existent sur le marché. CoinMarketCap. Et sur CoinMarketCap, en fait, on a un top des meilleures crypto-monnaies. Bon, quand on parle de meilleures crypto-monnaies, ce n'est pas en fonction des projets ou en fonction de leur fiabilité, mais c'est en fonction de la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, c'est la quantité d'argent qui a été investi dans une crypto-monnaie. Ça veut dire que la quantité d'argent que quelqu'un a mis dans une crypto-monnaie, tu vois. Imagine un peu qu'il n'y a que 10 pièces d'une crypto-monnaie, 10 pièces. Si moi, je viens mettre 100 dollars et que 10 autres personnes viennent mettre 100 dollars, ça va faire 10 000 dollars. Donc, du coup, la capitalisation boursière de cette crypto-monnaie-là, ce sera de 10 000 dollars. Tu vois un peu le truc. Non, ce ne sera pas 10 000 dollars, ce sera 1 000 dollars. Si 10 personnes viennent mettre 100 dollars. Du coup, la quantité d'argent en fait totale qui a été investie là, c'est ça la capitalisation boursière. Donc, en gros, c'est ça. C'est par capitalisation boursière que sont classés les cryptos. Et la crypto qui a le plus d'argent investi à l'intérieur, c'est Bitcoin. C'est Bitcoin. Voilà pourquoi dans le top des crypto-monnaies, vous allez voir que Bitcoin est premier. Après Bitcoin, ce sera Ethereum, ainsi de suite. Donc, du coup, voilà. Maintenant, il faut savoir que plus une crypto-monnaie a d'investisseurs, donc plus la capitalisation boursière est haute, donc plus la crypto-monnaie est haut dans le top, plus elle est sûre. Et plus la crypto-monnaie est basse dans le top, moins elle est sûre. Et lorsqu'on parle de sûr, là, on ne parle pas du terme de si c'est des arnaques ou pas. Non. On parle du fait d'avoir fait leurs preuves. Si dans un projet, beaucoup de personnes sont venues investir leur argent, c'est que cette crypto-monnaie-là a potentiellement fait leurs preuves, fait ses preuves. Mais si on va dans des crypto-monnaies qui sont encore plus basses dans le top, en fait, elles peuvent avoir des projets beaucoup plus intéressants, hein, beaucoup plus intéressants. Mais vu qu'elles n'ont pas encore fait leurs preuves, ça reste encore beaucoup de spéculation, ça reste encore beaucoup de hasard. C'est un peu comme parier sur du loto. Donc lorsque vous sortez du top 100, il faut faire très attention parce que vous n'êtes pas sur des projets qui ont déjà fait leurs preuves. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué, plus complexe. Donc, pour les débutants, je vous conseillerais d'investir en premier sur Bitcoin et Ethereum. Je ne suis pas conseiller en investissement, mais c'est une suggestion que je vous fais. Bitcoin et Ethereum sur le long terme. Et toujours une vision long terme parce que la crypto-monnaie, c'est pas juste... voilà, c'est une monnaie qui est là pour le long terme. Et c'est pas en 2 jours que Bitcoin est quitté de 0 à 40 000 dollars. C'est en plus de 10 ans, 11 ans bientôt. Donc, pour investir dans une crypto-monnaie, déjà, il faut savoir que derrière une crypto-monnaie, il y a un projet. Il faut bien me suivre attentivement. Derrière chaque crypto-monnaie, il y a un projet. Et un projet, euh, c'est pas des projets qui sortent de l'espace, en fait.
C'est comme des entreprises lambda. Tu peux avoir une entreprise A, une entreprise Y, tu peux avoir, je sais pas, Total, tu peux avoir OneXBet, tu peux avoir des entreprises comme des banques, etc. Tu peux avoir des entreprises comme Coca-Cola, comme Amazon, c'est des entreprises. La même façon dont tu devais analyser Amazon si tu devais y investir, c'est la même façon dont tu dois analyser une entreprise crypto. C'est pareil. La seule différence, c'est les domaines. C'est juste que là, on est dans le domaine de la crypto-monnaie. Mais sinon, les entreprises sont les mêmes. Lorsque tu vas vouloir investir dans une entreprise, il faut que tu saches cette entreprise-là, qui est le fondateur, comment elle fonctionne. Voilà. Et la crypto-monnaie en question, elle doit avoir une utilité au sein de ce projet. Parce que oui, il peut y avoir un projet. Mais si la crypto-monnaie en question n'a pas d'utilité dans ce projet, ben ça ne sert à rien d'investir à l'intérieur. Parce que la crypto-monnaie répond simplement à la loi de l'offre et de la demande. Si la crypto-monnaie en question prend de la valeur, c'est parce que beaucoup de gens l'achètent. Mais pour que les gens l'achètent, il faut qu'il y ait une utilité à l'acheter. On ne va pas acheter une crypto comme ça, tu vois. Plus il y aura d'utilité, plus il y aura de potentialité. Je vais vous prendre l'exemple d'Ethereum. Ethereum a été créé pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse faire des transactions, mais aussi créer des smart contracts, des applications, de la DeFi. On peut faire beaucoup de choses avec Ethereum. Du coup, il y a une utilité à posséder des Ethereum. Parce que lorsque tu possèdes des Ethereum, tu vas devoir posséder des Ethereum pour envoyer des tokens sur la blockchain Ethereum. Lorsque tu es sur Ethereum, je vous ai dit qu'il y a des coins et des tokens. Les coins, c'est des crypto-monnaies qui possèdent leur propre blockchain. Donc, on a Bitcoin et Ethereum. Mais on a aussi des tokens. Et les tokens sont développés sur la blockchain des coins. Tu vois un peu? Du coup, lorsque tu es sur une blockchain, pour envoyer des coins, pour envoyer des tokens en fait, le token pour l'envoyer, il faut payer des frais avec le token natif de la blockchain. Donc, si je suis sur Ethereum et que je possède un token qui est développé sur la blockchain Ethereum, si je veux t'envoyer ce token-là qui est développé sur la blockchain Ethereum, qui sera un token ERC20, il faudra que je possède des Ethereum pour payer les frais. Du coup, il y a une utilité à posséder des Ethereum pour payer les frais sur les tokens. Tu vois un peu le truc? On appelle ça des Ethers, pas des Ethereum, autant pour moi. Ethereum, c'est le nom de la blockchain, mais le token en lui-même, la crypto-monnaie, c'est Ether. Ou alors, lorsque tu veux créer une application sur Ethereum, tu vois, il te faudra payer les frais en Ethereum pour pouvoir créer ton application. Même pour ajouter un token sur Ethereum, sur la blockchain, pour créer un token, il te faut de l'Ether pour pouvoir payer les frais. Du coup, ça fait qu'il y a une utilité à posséder des Ethers. Parce que si tu n'as pas d'Ether, tu ne peux rien faire sur la blockchain Ethereum. L'utilité, c'est ça en fait. Quelle est l'utilité que ce token aura et qui va lui donner de la valeur, qui va faire en sorte que beaucoup de gens soient obligés de l'acheter pour faire une tâche donnée. Parce que là, on est dans une différence entre le besoin et le désir. Tu peux désirer acheter une crypto-monnaie. Tu peux juste désirer. Mais tu peux avoir besoin. Et lorsque tu as besoin, c'est différent. Comme on dit, j'ai écrit une citation récemment où je dis, le désir, c'est ce qu'on veut et le besoin, c'est ce qu'il nous faut. Du coup, tu as besoin de manger, tu as besoin de boire de l'eau. Mais tu désires aller au cinéma, tu désires aller au restaurant. Tu vois le truc? Tu vois la différence? Lorsque tu es sur un token qui a une utilité, les gens auront besoin de ce token-là. Et là, tu es sûr à 100% qu'il pourra potentiellement, dans le futur, si le projet est bien implémenté et s'il suit réellement ses, ses- ses directives, avoir de la valeur avec le temps. C'est réellement ça le point le plus important. Il faut pouvoir analyser le projet comme quand vous analysez un projet lambda, un projet normal, en s'assurant que le token au sein de ce projet-là a une utilité. Et c'est ça le mot d'ordre. Si vous voulez acheter une crypto-monnaie et que vous n'êtes pas dans l'optique simplement de spéculer, même si vous êtes dans l'optique de spéculer, si vous voulez être sûr au moins de ce que vous faites, on n'a jamais de fiabilité à 100%. On peut avoir de l'utilité et après le projet capote. C'est pas possible d'être fiable à 100%. Mais si vous voulez avoir beaucoup plus de probabilité de votre côté, assurez-vous qu'il y ait un projet derrière. C'est la base des bases. Lorsqu'il y a un projet derrière, lorsqu'il y a de la fiabilité, lorsqu'il y a un projet derrière, c'est qu'il y a de la fiabilité en fait. Une fois que vous avez un bon projet, parce que oui, lorsque je vous dis ça, il suffit qu'un arnaqueur écoute mon audio, c'est clair, il écoute mon audio, et puis il va simplement réussir à trouver le moyen de créer un token, de lui donner une fausse utilité, et puis de vous le vendre.
Donc, ce n'est pas le seul point à prendre en compte parce qu'il faut aussi prendre la team qui est derrière. La personne qui crée un projet doit être capable de venir assumer que c'est lui qui porte ce projet. Du coup, si vous avez des projets dans lesquels on a un projet qui est expliqué et tout, et que derrière, il n'y a pas quelqu'un qui se manifeste pour dire que voilà, c'est lui le créateur du projet et qu'il communique tous les jours dessus, c'est qu'il y a un problème. On ne va pas prendre le parallèle avec Bitcoin, pas du tout. Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est vrai. C'est un nom anonyme. Mais le gars, il a été très intelligent. Parce que rassurez-vous, si on avait su qu'il avait créé Bitcoin, Bitcoin ne serait pas Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui en fait. Tout le mystère serait parti et certainement la CIA et tout ça aurait mis la main sur lui et l'aurait forcé à éliminer ce système-là en fait. Parce que c'est un système qui embête beaucoup les banques. Les banques, grâce à Bitcoin, ne pourront plus en fait créer de l'argent comme ils veulent. Ce sera plus un petit groupe d'individus qui aura le monopole sur l'argent, mais ce sera les utilisateurs de cet argent-là qui vont pouvoir ensemble, avec un consensus commun, se mettre d'accord pour gérer leur argent. Mais ce ne sera plus de petits groupes d'individus comme les banques et les États qui vont pouvoir contrôler l'argent des gens, qui vont pouvoir... Du coup, c'est un gros problème pour les banques, pour les États, pour tout ça. Donc, ils auraient cherché à faire en sorte que le gars, il fasse disparaître son projet. Donc, c'est pas pareil. Ne prenez pas le parallèle avec Satoshi Nakamoto. Mais, lorsque vous avez un projet et que le fondateur du projet en question ne se manifeste pas, c'est qu'il y a un gros problème. C'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Une fois que c'est bon, assurez-vous qu'il y a une communauté. Parce que oui, le projet peut être bon, oui, le fondateur peut communiquer, mais s'ils ont un mauvais marketing, c'est comme quand vous lancez une entreprise, hein. Vous pouvez lancer une entreprise, vous avez le meilleur projet du monde et tout, mais si vous ne savez pas communiquer sur votre projet, vous n'allez faire aucune vente et vous allez faire faillite, vous allez fermer. Du coup, un bon projet, c'est un projet qui allie à la fois le fait d'être bien au niveau de son fonctionnement, de l'utilité qu'on donne à ce token-là, que l'on puisse avoir des personnes derrière, donc une entreprise qu'on connaît, mais qu'on puisse aussi avoir une communauté derrière ce projet, qui soutient ce projet et qui aide ce projet à se développer. La communauté, elle s'obtient avec le marketing. Donc, ils doivent être bons au marketing pour communiquer sur leur projet, sur ce qui va venir, ce qui va permettre à leur projet d'être numéro un plus tard. C'est indispensable. La communication, le marketing dans un business. Du coup, voilà les éléments que vous devez prendre en compte pour pouvoir valider un projet sur lequel vous devez investir ou pas. On va parler des shitcoins un peu, c'est important. Parce que beaucoup de personnes ici détestent quand on parle quand on parle mal des shitcoins. Le shitcoin, en fait, en gros, voilà comment moi je vois un shitcoin. Ça, c'est mon avis personnel. C'est une crypto-monnaie coup de poker. Coup de poker dans le sens où, si je veux prendre un petit risque pour gagner gros, je mets un petit peu d'argent sur un shitcoin et ça passe ou ça casse. Si jamais le shitcoin explose, c'est bien. Si ça n'explose pas aussi, c'est pas grave. Un shitcoin, c'est simplement pour moi une crypto-monnaie qui n'a pas de projet. Je viens de vous expliquer tout à l'heure comment voir en fait s'il y a un projet, s'il faut investir dedans. Un shitcoin, c'est tout l'inverse de ce que j'ai dit en fait. Il n'y a pas de projet, on ne connaît peut-être pas la team. Il y a on peut avoir une communauté forte derrière, hein, mais c'est pas parce qu'il y a une communauté forte qu'il y a un projet. S'il n'y a pas de projet là, c'est pas bon. Les trois éléments que je vous ai donnés là, tout à l'heure, bon projet, utilité du token, connaître les fondateurs et avoir une communauté, il faut que ces trois éléments-là soient ensemble. Hein. C'est pas individuellement, tu vois un peu le truc. Et après, il y a aussi la tokenomics qu'il faut regarder. C'est important aussi la tokenomics, mais c'est un peu plus complexe. Et dans un podcast, je ne peux pas vous expliquer la tokenomics comme ça. Mais il y a plein de vidéos sur la chaîne où j'explique ça. Alors, lorsque vous êtes sur un shitcoin, vous allez simplement avoir une communauté. Mais il n'y aura pas de projet, il n'y aura pas de fondateur derrière. Même s'il y a un fondateur, il y aura, en tout cas, c'est plus la communauté qui mettra ce projet-là en avant. Mais fondamentalement, un bon projet crypto, c'est celui-là qui va venir résoudre un problème sur la blockchain, qui va venir résoudre un problème qui n'est pas encore résolu, ou alors améliorer une solution qui existe déjà. Et c'est comme ça que toutes les grandes entreprises sont devenues révolutionnaires. Donc si jamais vous voulez dénicher une pépite, rassurez-vous que ce n'est pas dans le top 100. C'est dans le top 1000, 2000, 3000, 4000, le top 19000. Parce que parmi toutes ces crypto-monnaies-là qui naissent chaque jour, parmi elles, rassurez-vous, il y a de bons projets. Maintenant, il faut pouvoir allier tout ce que je vous ai expliqué tout de suite
pour pouvoir dénicher quelles sont ces pépites qui vont exploser dans le futur. Mais là, il faut encore gagner une vision long terme parce que simplement, vous n'allez jamais avoir une crypto-monnaie qui vous rendra millionnaire du jour au lendemain. Et si vous vous fiez à ce que l'on dit sur Internet par rapport au shitcoin, que oui, le shitcoin a rendu telle personne millionnaire, euh, n'oubliez pas que oui, ça a rendu des gens millionnaires, mais les shitcoins ont rendu également plus de personnes pauvres. Il y a des gens qui investissent toutes leurs économies sur Shiba Inu, mais depuis que les gens disent que Shiba Inu va aller à 1 dollar, il y a des gens qui ont investi mais qui sont en train de perdre beaucoup de leur argent là. Parce qu'ils ont entendu que Shiba Inu devait aller à 1 milliard de dollars parce que ça avait rendu les gens riches. Le FOMO, c'est pas bon du tout. Le FOMO, c'est le fait que vous avez maintenant l'impression que vous ratez quelque chose, l'impression de rater le train. Tout le monde commence à parler d'une crypto-monnaie. Donc vous vous dites que si vous n'investissez pas à l'intérieur, vous allez rater une opportunité. Lorsque vous êtes à ce niveau de compréhension-là, n'investissez plus parce que c'est pas bon du tout. Le fear of missing out, c'est pas bon. Il faut pas du tout investir lorsque vous FOMO, lorsqu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'une crypto parce que c'est trop tard en fait. Lorsque le gars qui est devenu millionnaire là, il est devenu millionnaire, je suis sûr qu'il ne s'attendait pas à ça. C'est lorsqu'une opportunité n'est pas encore, on n'en parle pas encore qu'il faut commencer à investir et tout. C'est un peu lorsque le marché chute, parce que le marché il est cyclique. On va expliquer ça. Bon, en tout cas, j'ai fait des vidéos sur la chaîne. Le marché crypto il est cyclique et il avance en fonction du Bitcoin, avec le halving, le bull run, le bear market. Alors, lorsqu'on est en période de bear market comme actuellement, on ne parle pas beaucoup de crypto. Et lorsqu'on parle de crypto, c'est en très 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 mal. On va vous dire qu'on a piraté là-bas. On va vous dire que tel gouvernement a interdit la crypto. On va vous dire que telle plateforme s'est fait pirater. On va vous dire que telle plateforme a fait faillite, etc. Que des news négatives. Mais c'est là, pendant que c'est négatif là que vous devez penser à acheter. Parce que c'est lorsque l'opportunité n'est pas encore évidente que c'est le bon moment de la saisir. Lorsque tout le monde commence déjà à en parler, surtout en bull run, c'est en bull run que tout le monde commence à investir, il y a de l'euphorie, allez, la crypto-monnaie va nous rendre millionnaires, Bitcoin à 1 million de dollars. Mais c'est à ce moment-là justement que c'est pas bon, parce que le marché il est en haut. Et lorsqu'il est en haut et que vous investissez en haut, quand il chute, vous perdez votre argent. Alors que lorsqu'il est en bas, lorsque vous investissez et qu'il monte, vous gagnez de l'argent. Donc c'est ça que vous devez avoir en tête. Les shitcoins, voyez-les simplement comme des crypto-monnaies coup de poker sur lesquelles vous allez investir une petite partie de votre argent au cas où ça explose. Mais ne voyez pas ça comme des crypto-monnaies sur lesquelles vous allez baser votre espoir, sur lesquelles vous allez tenir. Sinon, vous allez vous faire très 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 mal. Donc, voilà, les points fondamentaux. La blockchain, la crypto-monnaie, les NFT, le métavers, tout ça c'est magnifique. Ça a donné naissance à Ethereum a donné naissance également à la DeFi, la finance décentralisée. C'est-à-dire qu'une finance qui fonctionne un peu comme la finance traditionnelle, on peut faire des emprunts, des prêts, des placements financiers, etc. Mais sauf que là, on est sur la blockchain. C'est également un autre écosystème vraiment intéressant, mais que je ne vais pas développer dans ce podcast-là, simplement parce que, pour terminer, je vais vous donner mon simple avis sur quelqu'un qui est débutant et qui se lance en crypto, ce qu'il devrait faire. C'est se focus, surtout si tu n'as pas beaucoup d'argent, focus-toi en fait sur le fait de faire du DCA. Donc, investir une petite partie de l'argent chaque semaine, chaque mois, chaque jour, pendant une longue période. Disons que tu investis 10 dollars par semaine. Au bout de 2 ans, ça va te faire pas mal d'argent. Mais tu auras l'évolution et l'augmentation de ton portefeuille par le fait que tu es investi de façon régulière, mais aussi par le fait que justement, la crypto prendra de la valeur en même temps en fait. Donc du coup, le fait d'investir régulièrement va faire en sorte que tu puisses faire gonfler ton portefeuille sans prendre de risques. Lorsque tu viens de commencer, ne prends pas de risques. Ne prends pas de risques. Fais simplement du holding. Et pendant le temps que tu fais du holding là, informe-toi. Informe-toi pour le moment où tu auras assez d'argent pour pouvoir prendre plus de risques. C'est le grand conseil que je vous donne. Ne faites pas du trading, s'il vous plaît. Ne faites pas du trading. Concentrez-vous d'abord sur le holding, sur quelques crypto-monnaies. Je vous conseille de pouvoir faire du holding sur, disons, 4-5 crypto-monnaies maximum. Et avoir un œil sur les autres crypto-monnaies. Mais sinon, les crypto-monnaies sur lesquelles vous investissez, ayez un avis sur 4-5 crypto-monnaies. Tu vois? Et ces crypto-monnaies, en fait, vous allez les suivre. Parce que lorsque tu investis dans un projet, c'est parce que tu l'as compris.
Et il faut que tu puisses également contribuer au fait de développer ce projet-là. Pourquoi pas en créant un nœud sur ton ordinateur, un nœud de ce projet-là? Pourquoi pas en possédant des tokens, en les mettant en stacking pour sécuriser le réseau? Pourquoi pas en apportant en ayant des tokens de gouvernance pour pouvoir justement apporter ton avis sur certains changements de l'application, du token, etc. Plus en fait vous allez être en contact avec vos projets, plus vous allez saisir les opportunités que vous offriront ces projets-là. Si vous voulez suivre 1000 crypto-monnaies à la fois, vous allez avoir du mal à tout et suivre à la fois. Alors que si vous en suivez 4-5, vous allez pouvoir avoir une certaine vue d'ensemble sur vos projets, pouvoir les suivre et voir les évolutions. Et en fonction des évolutions qu'il y aura sur les projets, il y a souvent une euphorie. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous voyez Ethereum actuellement. Il y a un merge, donc il y a le fait que Ethereum va passer au proof of stake. Mais ceux qui savent ça depuis, ben, ils ont déjà acheté des Ethers. Alors qu'il y a de nouvelles personnes actuellement qui savent que Ethereum va en proof of stake et qui achètent maintenant. Donc, qui n'ont pas pu profiter, qui ne profitent pas en fait de la hausse d'Ethereum qu'il y a actuellement parce qu'ils ne savaient pas. Mais quelqu'un qui suit le projet Ether depuis, ben, lui, il sait. Parce que quand Ethereum communique, quand la plateforme communique, ben, lui, il sait en fait. Il est informé sur Twitter. Donc, allez-y sur Twitter et suivez les projets. Suivez les Twitter des projets. Pour avoir une vision sur le Twitter, allez-y sur CoinMarketCap, tapez le nom du projet et vous allez voir sur la page de la crypto un peu toutes les informations que vous voulez. Du coup, c'est ça. Suivez les projets dans lesquels vous investissez. Suivez-les. Et sur le long terme, faites du DCA. N'allez pas investir, voilà, dans tous les crypto-monnaies n'importe comment. Une fois que vous avez, après 1 an, 2 ans, assez d'argent dans votre portefeuille, là maintenant, vous pouvez diversifier. En faisant du lending, en faisant du borrowing, en faisant, on va dire quoi? Du stacking. Bon, le stacking, ça, vous pouvez faire ça maintenant, hein. En faisant plein de trucs, en fait, qu'il y a sur la DeFi. Actuellement, sur ma chaîne, je ne vais pas trop parler de DeFi, trop parler de tout ce qui pourrait nuire à mes apprenants. Donc, c'est peut-être dans 1 an. Voilà, comme ça, on ne pourra pas dire que c'est à cause de Harley que, que j'ai perdu mon argent. Voilà. Donc, voilà. Je ne parlerai pas de trading pour l'instant. Je vais d'abord continuer à vous inculquer ce mindset-là, d'avoir une vision long terme, investir sur des projets que vous comprenez et sur des projets que vous suivez. Et pendant ce temps, informez-vous sur justement ce que vous allez faire après. Comment faire du stacking, comment faire du lending, du borrowing, comment utiliser la DeFi, comment acheter des NFT, comment sur une plateforme faire des launchpads, comment faire en fait tout ce qu'il y a à voir. Sur la chaîne, en tout cas, je partage cette information pour vous permettre d'avoir des visions dessus. Mais ce n'est pas mon maintenant. Si tu es nouveau dans la crypto-monnaie, avant de commencer à faire autre chose, tu peux commencer à investir, mais avant de commencer à faire autre chose, forme-toi et informe-toi. C'est important. Donc, j'espère que cette audio, ce podcast vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne l'écosystème crypto. Je vais en faire un peu d'autres. Là, j'ai pas fait le tour du sujet, hein, bien sûr. Je vais faire le tour du sujet dans plusieurs autres podcasts. Donc, c'est un nouveau format. Vous me direz si vous avez aimé. C'était Arnaud de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace.